tous, je suis Florence. Bienvenue dans l'émission Data Drive présentée par Jato Dynamics. J'ai le plaisir de recevoir Christophe Morel du groupe Morel qui nous vient d'Occitanie pour nous présenter son groupe. Bonjour Florence. Comment ça va? Bah écoutez, ça va. Bon, ravi de te recevoir sur l'émission Data Drive. Tu as fait un petit peu de route ce matin de bonne heure pour venir nous voir. C'est un plaisir de venir vous voir. Alors, on va commencer par l'histoire du groupe, ton histoire dans l'automobile. Comment ça a commencé? J'ai une petite image qui va apparaître à l'écran. Une image avec des collaborateurs et une marque en haut de la photo, la marque Simca, et une autre qui est morelauto.fr. Qu'est-ce que tu peux nous dire entre ce qui s'est passé en 1936 et aujourd'hui? Écoute, bon, déjà c'est tout à fait symbolique en fait ces deux images. Alors la première est très émotionnelle parce qu'en fait on y voit dans mes grands-parents. Je dis mais c'est nos grands-parents parce que c'est une entreprise familiale aujourd'hui qui est composée d'un actionnariat familial. On y retrouve Philippe Morel, Frédéric Morel, Sophie Morel, Isabelle Morel. Donc c'est la troisième génération de garagistes, même si aux manettes de l'entreprise aujourd'hui, c'est Isabelle et Sophie ne sont pas dans ces métiers-là, mais elles sont très fidèles, un actionnariat très fidèle et familial. Mais c'est avec un peu d'émotion parce qu'on y retrouve donc nos grands-parents, pour le coup, également mon oncle et mon père qui ont créé l'histoire en fait de la famille Morel dans la filière automobile. Il y a aussi également un point très important, c'est que j'aime beaucoup dans cette photo, c'est qu'on y voit effectivement les équipes avec qui nos parents et grands-parents travaillaient. On y voit une certaine solidarité, des sourires et également le plaisir de la relation avec le client. Et je dirais s'il y a un fil rouge entre Morel et Simca dans les années... alors là, Simca, c'est plutôt... Cette photo, elle n'est pas de 1936, elle est dans les années 55, en fait, puisqu'ils furent agents Simca, puis concessionnaire Simca, puis concessionnaire Chrysler Simca, au début des années 70, puis Talbot, puis Peugeot Talbot, et puis voilà, si on doit faire la genèse, en fait, c'est pas mon histoire, mais c'est plutôt l'histoire d'une famille, la nôtre, dans l'automobile, dans un territoire rural, périurbain, qui est celui du sud du Tarn dans un premier temps. Et puis, on a développé à travers les générations nos entreprises dans les départements du Tarn, du Lot, de l'Aveyron, de l'Aude, également du Tarn-et-Garonne et de la Haute-Garonne. Peut-être cité 8 départements, dont j'en ai oublié quelques-uns. Mais en fait, en Occitanie, aujourd'hui, notre terrain de jeu et d'activité, c'est l'Occitanie. Donc, on se revendique être un groupe régional. Donc, entre, je dirais, Gaston et Juliette Morel en 1936, qui ont arrêté leur activité en 1979, puis leurs enfants, Jean et Michel, qui furent concessionnaires Peugeot essentiellement de 1980 à 2000, et la troisième génération que j'ai l'honneur de présider depuis maintenant une vingtaine d'années. Bon voilà, donc c'est tout ça qui s'est passé. Et je dirais que le fil rouge, je voudrais revenir là-dessus, c'est la qualité de la relation avec le client. En fait, on s'aperçoit qu'à travers les années, les expériences avec les constructeurs, quels qu'ils soient, notre job à nous, notre métier à nous, c'est vraiment de donner de la valeur à la relation avec le client. Entre la marque et le client, il y a nous, et il faut qu'on magnifie finalement la relation avec le client dans l'expérience qu'il peut avoir avec sa mobilité. Alors aujourd'hui, on dit sa mobilité, avant on dit avec sa voiture, mais dans sa mobilité. Donc en fait, notre ambition à nous, de Gaston et Juliette Morel jusqu'à nous aujourd'hui, c'est être les préférés des clients. Voilà, c'est ça notre ambition. Si tu devais me... Et la chose qu'on peut retenir essentiellement. Ensuite, notre volonté, depuis une vingtaine d'années, enfin en tout cas, notre projet pour notre entreprise, aujourd'hui on est 600 personnes à peu près à travailler, on a généré un chiffre d'affaires de 380 et quelques millions d'euros en 2023, c'est véritablement on investit, on s'investit dans la filière aval de l'automobile avec une cohérence géographique, managériale et financière. Je dirais que ça, c'est resté vraiment au fil des années. Ça a été mis à l'épreuve, cette idée-là, ce projet, mais il a subsisté toujours à travers
C'est en tout cas ces deux objectifs que j'ai donnés, être le préféré des clients et investir et s'investir dans la filière automobile. Moi, si je peux répondre à ta première question. Très bien, parfait. Voilà. Donc aujourd'hui, 35 concessions, 13 marques constructeurs, donc Stellantis que tu as développé, parce que tu es un fidèle bien sûr de la marque Peugeot. Tu as Citroën DS également, Opel qui vient avec Fiat et Jeep compléter la liste Stellantis. Peut-être Abarth, Alpha aussi? Non, pas pour l'instant. Volkswagen, Audi, Skoda, Toyota, Hyundai, Honda et Mitsubishi. Donc 13 marques de constructeurs. Vous faites 19 000 VN VO, dont 10 000 VO. Exact. Ce que tu me disais. Très bien, donc sur la zone Occitanie, la région Occitanie, avec un petit peu en Auvergne-Rhône-Alpes sur la ville, c'est Aurillac. Aurillac, voilà. Oui, absolument. Voilà. Donc c'est l'Occitanie étendue, étendue, pour le coup. Effectivement, depuis 2022, nous avons repris une entreprise, une concession Citroën DS sur ce territoire-là, effectivement. Et alors c'est un territoire qui est adjacent à notre périmètre d'activité que nous avions jusqu'alors, et donc c'est complètement cohérent géographiquement. Donc, je te disais tout à l'heure, donc en fait, le développement, il faut qu'il soit fait de manière cohérente au niveau territorial, comme managérial et financier. Donc là, on est tout à fait dans l'objectif fixé. Très bien. Donc vous avez, il y a une expansion liée à Stellantis, développement des marques. Est-ce qu'il y a une envie aussi d'étendre le territoire ou d'étendre à d'autres marques pour le groupe? En fait, tout de suite, ce qui est important pour nous, on est au cœur d'un plan chez Morel, un plan de 2023 à 2030 qui vise, donc je te disais tout à l'heure, à améliorer encore la qualité de la relation avec le client. Je pourrais définir ça même de manière un peu plus précise, c'est que ce qui nous intéresse à nous, c'est que toutes les gens qui cherchent à nous contacter, on doit pouvoir tous les rappeler, bien sûr, et faire ça dans la journée, sous 24 heures. Donc, je dirais qu'on monitore finalement cet objectif-là, quel que soit le métier, on doit pouvoir mettre en face un client, un expert sous 24 heures. Ça, c'est, je dirais, l'objectif absolu de chacun d'entre nous. Si on fait ça bien, on trouve du développement. Donc ça, c'est de la croissance interne. J'estime qu'on peut faire mieux, de l'ordre de 10-15% d'amélioration, donc d'efficacité supplémentaire, d'efficacité commerciale, et qui doit nous permettre de développer notre chiffre d'affaires de manière assez naturelle, je dirais, en faisant mieux ce qu'on a à faire. Donc ça, c'est notre objectif de progrès personnel pour chacun d'entre nous dans l'entreprise, en commençant par moi. Et ensuite, il y a les opportunités de croissance externe. Est-ce qu'on galope la taille? Non. Est-ce que je dis bien, nous, on souhaite être les préférés des clients où on est. Après, on n'est ni sourd ni aveugle, donc il peut y avoir pour nous des opportunités de développement qui nous permettent de trouver des équilibres meilleurs. Ça peut être par exemple une diminution de nos coûts de distribution. Ça, on le regarde évidemment, parce que je crois foncièrement qu'on a à affûter nos entreprises pour qu'elles ne soient pas trop un embonpoint et qu'elles aient la taille du sportif. Donc, il faut qu'elles soient affûtées. Donc, ça nécessite qu'on mesure tout le temps quand même notre efficacité et nos coûts de distribution. Ça, je crois que c'est un objectif majeur pour la rentabilité, bien entendu. Finalement, dans un marché hyper concurrentiel, foison de marques, y compris chinoises aujourd'hui, un marché VN qui peut baisser, compte tenu de la réglementation qui touche le marché du véhicule neuf. On voit bien, là, on attend le projet de loi de finances 2025, qui peut avoir pour conséquence que le marché s'affaisse, le marché du véhicule neuf. Pour autant, il faudra trouver des opportunités. C'est le VO, c'est l'après-vente, c'est la carrosserie, c'est la réparation des batteries, c'est la filière aval de l'automobile en général. Donc ça, clairement, ça, pour nous, c'est avoir une bonne maîtrise de tous ces métiers-là,
tout de suite maintenant pour être efficace. On ne veut pas changer de taille pour changer de taille. C'est pas, en tout cas, c'est pas l'objectif pour nous d'ici 2030. En fait. D'accord. Voilà. Ok. Alors en effet, tu parles que le marché est un peu difficile en ce moment. Il est même en recul de 11% pour le mois et sur l'année, on fait beaucoup moins bien que l'année dernière. Donc au Mondjato, on regarde en termes de volume, 1,4 million aujourd'hui, 1,7 million, je ne pense pas qu'on y sera en fin d'année, sauf promotion, des aides des constructeurs pour faire... Qu'est-ce que tu penses de cette fin d'année? Comment ça va se passer dans les affaires, sachant que c'est difficile. Malgré le mondial de l'auto, il y a eu quand même cet événement majeur à la rentrée de l'été. Les gens se sont déplacés sur Paris pour voir les voitures. Il y avait du monde. Mais est-ce qu'il y a une résultante dans les concessions? Bon, si tu regardes les résultats économiques des concessions automobiles en 2024, c'est pas un grand cru. Certains réseaux s'en tirent mieux que d'autres. Hein. Des marques réussissent mieux que d'autres. C'est la vie des affaires. Et il y a des cycles qui favorisent ou pas certains constructeurs et certains réseaux. À performance égale, hein, je dirais à dispositif égal. Donc moi je pense que cette année sera un marché effectivement décevant en véhicule neuf, puisqu'on s'attendait un peu mieux que l'année dernière. Or, on voit que ça fait 3-4 mois consécutifs qu'il y a une baisse de marché liée à plusieurs facteurs. Il y a déjà le leader du marché, Stellantis, qui perd des parts de marché parce qu'il y a des produits qui n'arrivent pas, qui devaient arriver, et donc ça manque d'IMAT. Donc ça, c'est quand même un phénomène marquant de l'année important. D'ici la fin de l'année, je ne vois pas d'événement qui changerait la trajectoire de l'année 2024 en véhicule neuf, sachant que sur le véhicule d'occasion, on a un marché à peu près stable, qui est moins rentable que l'année dernière, mais avec peut-être un peu plus de volume traité, puisque le marché est à plus 3, plus 4 par rapport à l'année dernière, et des activités après-vente qui sont quand même robustes pour ceux qui sont bien organisés et qui permettent de maintenir, je dirais, le bateau à flot. C'est le parc qui nous permet, et la réparation du parc, dans un parc qui vieillit, puisqu'il a vieilli brutalement depuis le Covid, compte tenu du marché du neuf qui s'est affaissé. L'année prochaine, ça peut être pire, puisque la réglementation, enfin le projet de loi de finances arrivant, on voit bien quand même qu'il y a un risque de surtaxation du marché auto, sans encourager plus forcément l'achat du véhicule électrique, puisque l'État manque de moyens. En tout cas en France. Oui. Et plus largement en Europe, c'est la même chose. C'est la même chose. Oui. Donc on peut avoir un marché VN encore plus réglementé, qui dit plus de réglementation, dit plus de contraintes au développement de ce marché. Donc on va vraisemblablement vendre plus de véhicules électriques, il faudra, puisque les constructeurs sont obligés de faire. La loi CAFE étant là. On vendra peut-être un peu moins de véhicules thermiques, forcément. La conjonction de ces éléments fera qu'on peut se retrouver l'année prochaine avec un marché VN, non pas 1,7 million, mais 1,5 million. 1,4 million. Véhicule d'occasion, lui, vraisemblablement restera robuste l'année prochaine. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'imagine. Et probablement qu'il faudra faire mieux demain sur le marché du véhicule d'occasion, également sur l'après-vente, aller chercher des clients dans des tranches d'âge de voitures plus anciennes, en fait. On est prêt pour ça quand même. On a vendu pas mal de contrats maintenance. En fait, par exemple, chez nous, on vend 40%, enfin 50% des voitures que l'on vend, on les vend avec une extension de garantie pour les véhicules neufs, et pour les véhicules d'occasion, on le fait à hauteur de 40%. D'accord. Donc là, on crée quand même des conditions de fidélité des clients dans le temps. Donc ça, c'est déterminant. Également, le financement, qui est pour vendre des automobiles, enfin, qui est plutôt, c'est plus des financements de crédit classique, c'est des locations avec option d'achat ou LOA. Ça représente sur le neuf quasiment 70% des volumes, et sur les véhicules d'occasion, on est un peu en deçà de 40% de pénétration. Donc maintenant, une part importante en location avec option d'achat, y compris sur les voitures d'occasion. Ceci dit, ce contexte-là, l'année prochaine, peut nous amener à avoir un chiffre d'affaires qui s'affaisse, d'où l'importance d'avoir des coûts de distribution qui sont
je dirais, au cordeau, ouais. et être très bien organisé avec les bons outils, notamment. Alors, nous espérons vendre plus de voitures d'occasion l'année prochaine, assez nettement. On prévoit une hausse de performance, je disais tout à l'heure, de l'ordre de 15%. Comment ? Eh oui, parce que derrière, il faut sourcer les véhicules. Voilà, exact. Alors, le sourcing, compte tenu des véhicules, des buybacks qui nous arrivent, on en aura quand même... On a une solution de sourcing. Pour satisfaire toute la clientèle. C'est ça, donc on s'organise pour pouvoir avoir des voitures issues de la location courte durée, issues des buybacks, des achats qu'on peut faire également. Et l'arsenal, je dirais, qu'on met en œuvre pour pouvoir percer dans le monde du véhicule d'occasion, c'est également une place de marché digital. Alors, je reviens à l'image du début d'interview. Bon, nous, on a créé une place de marché digital, la nôtre. Bon, évidemment, c'est pas le Bon Coin, la centrale, etc. Mais c'est la nôtre. Il y a toute notre offre, du VN, du VO, de la prévente, et on mesure aujourd'hui l'efficacité de cette plateforme, morelauto.fr, dans lequel, effectivement, aujourd'hui, je peux dire on a à peu près entre 50 et 55 000 passages par mois. Donc, vous voyez, ça fait 600 000 passages par an, à peu près, de visites, en fait, avec un taux de rebond tout à fait intéressant. Ouais, on est au-delà de la minute de visite par passage, en fait. Et ça nous génère à peu près entre 400 et 500 litres par mois. Et ça nous fait réaliser en moyenne 40 ventes par mois, VOVN, et on a une centaine de rendez-vous après-vente également qui viennent. Donc, évidemment, c'est très perfectible, mais on a les premiers, je dirais, retours positifs, avec effectivement un taux de transformation lié au passage, notamment pour le VO, qui est supérieur à ce qu'on peut faire avec le Bon Coin ou le Central. Dans notre plateforme, notre place de marché digitale de groupe de distribution, elle a un taux de transformation supérieur au cadre du métier, en fait, au cas de plateforme digitale. Donc, voilà, donc ça, je crois beaucoup à l'utilité finalement de cet outil, qui est pour nous un showroom virtuel. Bien sûr. C'est le 36e showroom de chez Morel. Voilà, et 7 qui sur sert 7, bien, 365 jours. Et j'envisage effectivement qu'on puisse rapidement avoir des résultats bien meilleurs. On peut passer de 40 à 50, 60, 70 ventes par mois liées à cette plateforme. Donc on prend toutes les ventes supplémentaires qui peuvent se passer pour un investissement raisonnable. C'est une place de marché digital pour une distribution. Développé en interne. Développé en interne, c'est pas un coût. Ça fait partie du dispositif marketing qu'on déploie et qui est. J'invite nos collègues qui l'ont pas expérimenté à se lancer là-dedans. C'est déjà très intéressant et en plus c'est une efficacité qui est tout à fait correcte. Et tu as une équipe de combien de personnes qui gère ce site ? Alors, bon, nous, on a une équipe marketing. Alors, on appelle ça, nous, c'est les pilotes de la relation client et marketing digital. D'accord. On a un dispositif, donc pilote de la relation client et marketing digital de l'ordre de 10 personnes, mais qui étaient là avant. Qu'on a juste formé. Et puis bon, c'est vrai également qu'on a embauché des profils au fil du temps qui correspondaient plus au profil dont on avait besoin. Mais globalement, voilà, c'est une dizaine de personnes qui ne font pas que ça, bien entendu, mais qui font aussi ça. Et surtout, on a un webmaster qui nous fait du référencement. D'accord. Voilà. Ok. Quand je dis surtout, aussi. C'est pas surtout, parce que tout le monde est essentiel dans le oui. dispositif, mais aussi une personne qui fait que du référencement maison. Quoi. D'accord. Voilà. Donc une vraie satisfaction, ce service. Oui, tout à fait. On a créé ce site avec Frédéric, mon frère, il y a une dizaine d'années. Ça porte ses fruits, oui, tout à fait. D'accord. Et l'après-vente, donc, ils peuvent aussi prendre les rendez-vous, c'est ce que tu disais. Absolument. Okay. On peut prendre rendez-vous. C'est une centaine de rendez-vous par mois. Voilà. On a lancé également une... Et ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. C'est simple, c'est pas compliqué. Les gens peuvent, en quelques clics, prendre rendez-vous. On leur répond. Par contre, l'engagement, c'est on répond de suite. Oui, ça fait partie. Ça, c'est très important. Et en parallèle, on lance une application, morelauto.fr,
qui est son pendant, mais sur le téléphone portable, qu'on peut trouver évidemment sur Apple Store. Là, d'accord. Voilà, donc, et on veut créer donc une communauté de clients pour le coup régional, en Occitanie. Ils peuvent facilement nous contacter, avoir nos offres, etc. Donc c'est simplifier, améliorer la qualité de relation avec le client, qu'il ait confiance, enfin, en tout cas qu'on règle ses problèmes de mobilité, enfin, que ce soit plus facile avec nous qu'avec d'autres, en fait. Oui, et c'est vraiment bien monitoré, parce que j'étais chez toi en Aveyron cet été, et j'ai pu voir le service marketing qui checkait avec toi c'est le quotidien. Voilà, ça fait partie du quotidien. Absolument. Donc il y a les appels téléphoniques, mais il y a surtout les visites virtuelles, et il faut y répondre et être rigoureux dans le retour. Oui, tout de suite, il faut le faire tout de suite. D'accord. Et derrière, forcément, ça fait 10 ans que ça y est, c'est plus en rodage, c'est effectif. Donc tous les directeurs de site comprennent bien les enjeux du digital, du retour, parce que c'est pas toujours facile de répondre en 24 heures. Voilà, mais on essaie il faut être très humble devant la tâche, parce que c'est toujours, chaque jour suffit sa peine. Il faut arriver à avoir le même niveau de discipline, de rigueur tous les jours. On s'astreint à ça, c'est-à-dire vraiment à coller au terrain, du sol au plafond, je dirais, des dirigeants à quiconque dans l'entreprise. Voilà. Donc il y a des points de rendez-vous hebdomadaires où on monitore ça avec les 50 cadres principaux de l'entreprise pour que vraiment on s'acculture à tout ça. Oui. Donc c'est toutes les semaines, 50 semaines par an. On parle de la même chose, on essaye de progresser semaine après semaine, s'améliorer jour après jour, et effectivement, on arrive à aujourd'hui, je peux dire, quelles que soient nos entreprises, à avoir les gens qui essaient de nous les contacter, 100% des gens, 99% des gens sont recontactés, et dans 92% des cas, on les recontacte sous 24 heures. On n'était pas à ce score-là tout de suite. Il y a 6 mois en arrière, au véhicule neuf, on avait 88% de gens recontactés, avec 77% sous 24 heures. Bon, on s'est penché sur le sujet parce qu'on voyait bien que c'était pas satisfaisant. Maintenant, on est à 99% de gens recontactés et 90% sous 24 heures. Ça commence à être satisfaisant. Sachant que la valeur référence pour nous, c'est l'après-vente, où dans 99% des cas, on recontacte les clients, et dans 94%, ça se fait sous 24 heures. Ça, c'est satisfaisant. D'accord. On essaie de mettre tout le monde, en fait, tous les métiers à ce niveau-là. Le commerce était en retard sur l'après-vente, je dirais, chez nous, qui avons, vous avez pu le voir à travers les images, une culture après-vente. On réparait des voitures avant de les vendre. Avant d'être concessionnaire, on fut garagiste, et nos grands-parents. Et je dirais qu'on ressent ça encore, vous voyez, dans les gènes, et ça ne me gêne pas du tout. Au contraire, c'est une force incroyable. Mais il faut qu'on arrive à avoir ce niveau de rigueur, et d'exigence au commerce VNVO. Voilà. Donc, mais c'est un gros boulot. Et comme tu le disais justement, on le monitor toutes les semaines, et je dirais à toutes les strates de l'entreprise, on le fait ruisseler, on essaie, je commence par le dirigeant, par moi le premier, voilà, donc je m'astreins à répondre à quiconque souhaite me joindre dans la journée. Voilà. Bon, d'accord, bien, parfait. c'est le credo. Et voilà. Les avis, vous faites la même chose pour les avis Google Oui, absolument. Bon, là, ça, c'est quand même un dossier un peu plus ancien, c'est-à-dire on travaille notre e-réputation. Oui. On peut, enfin, en tout cas, aujourd'hui, nous, on est à 4,8 de moyenne dans nos affaires de e-réputation. Alors, ça aussi entre 4,7 et 4,8 suivant les mois, mais celui d'hier, il était à 4,8. Donc, je prends le dernier, le dernier. Voilà. Et surtout, effectivement, on arrive à capter beaucoup d'avis. Donc, on a 3% de clients, là je vous parle du mois dernier, on est à 3% de clients insatisfaits, donc c'est 97% de clients qui nous plébiscitaient, donc c'est le fameux 9 sur 10 ou 10 sur 10, et 3% de clients qui ont une expérience pas complètement aboutie chez nous. On les rappelle tous, et on arrive à faire de la recommandation dans
entre 75 et 77% des cas. Le fait de rappeler un client parce qu'il a eu une expérience pas assez réussie ou insatisfaisante. C'est en gros quand il nous met moins de 6 sur 10 pour les gens qui connaissent la notation. La notation. Donc là, quand on rappelle et qu'on prend, finalement, on reconnaît le client, quelque part, c'est un acte qui le surprend parfois au client. Il dit, tiens, ils me répondent, et effectivement, on s'intéresse à lui, et on règle finalement son problème, qui est souvent pas grand-chose. Hein, on m'a pas parce que le verbatim, ça peut être on m'a pas bien expliqué, ou on m'a pas assez souri, ou je pensais qu'on me prêterait une voiture, on me l'a pas prêtée. Enfin, bon, mais c'est sympa de m'avoir rappelé parce que, effectivement, mais ne vous inquiétez pas, je ne vous quitterai pas parce que je suis bien servi, parce que globalement, tout va bien. Puis après, il y a l'acte manqué, ça c'est 20% des cas où on n'a pas assez bien réparé, on n'a pas fait ce qu'il fallait, et auquel cas, dans ce cas précis, on recommence ce qu'on a mal fait. Et le client n'est pas lésé. Voilà. Donc, en fait, c'est ça qu'on essaye de faire vraiment du 1er janvier au 31 décembre. Bon, si on arrive à faire ça plutôt bien ou très bien, enfin plutôt très bien sur les 36 points de vente, bon, on aura fait une année aboutie quand même. Oui. Hein, voilà. Donc mais c'est ça qu'il faut faire. En tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire. D'accord. Oui, très bien. Alors, tu nous parlais des comités de direction il a lieu une fois par mois, c'est ça Alors nous, c'est ce qu'on appelle la business review chez nous. Donc ça, c'est review. À la semaine. Une fois par semaine, on a 1h15 où les 50 cadres en visio sont invités à une visio hebdomadaire où on passe en revue la performance du mois de la semaine passée, et qu'elle soit commerciale et qu'elle soit en termes de qualité relation client. Et là, on se challenge pour la semaine d'après. Donc, c'était une bonne semaine ou pas une bonne semaine. Voilà. Mais effectivement, tous les mois, ça fait tourner le volant, comme on dit, 4 fois, et on a l'occasion de pouvoir se réajuster par rapport à la semaine qu'on a passée. Donc ça, c'est un vieux sujet. C'est à quel rythme on doit piloter une entreprise de manière opérationnelle. Bon, nous, on a fait le choix de le faire de manière hebdomadaire, que ce soit pour la business review dont je parlais, commerce, qualité après-vente, et avec les 50 principaux cadres en visio, format 1 heure, mais également pour la gestion de trésorerie, où on fait le même exercice une fois par semaine avec les équipes de DAF, RAF. Voilà. D'accord. Donc trésorerie, qualité, commerce, voilà, l'ensemble. Donc c'est à la semaine, madame. Ah d'accord, c'est à la semaine. Très bien. Alors je vais t'interroger sur un sujet qui me passionne, et puis tu étais aussi à l'initiative quand tu étais président de la branche VP au CNPA, il y a quelques années. On avait signé un accord ensemble pour mettre à disposition des groupes de distribution une newsletter, l'ActuVN. Et je sais que tu l'utilises de manière mensuelle et que tu partages avec tes équipes le contenu. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Alors, effectivement, c'est effectivement un travail qu'on a mené ensemble il y a quelques années. Donc, on a abondé aux produits Jato. Alors, nous, on y retrouve aujourd'hui vraiment... je dirais, une qualité d'information. C'est facile à lire, à présenter, en gros. C'est une vingtaine de pages où l'actualité VN dans son entièreté est présente, en fait. Donc, dans des formats de présentation de business review hebdomadaire, où une fois par mois, tu peux donner un éclairage au niveau européen, national, de ce qui se passe dans l'industrie automobile, à l'ensemble de tes équipes d'encadrement, c'est intéressant. Quand je dis c'est intéressant, c'est qualitatif. C'est de l'information qu'on doit à nos équipes pour qu'ils trouvent du sens et qu'ils aient la vision de ce qui se passe finalement autour d'eux. Donc c'est pour moi une information très pertinente dont on ne se passerait pas, nous. Voilà, tout de suite.
Voilà. Et on l'a à rythme mensuel, ce qui est très bien. C'est une note qui est attendue chez nous. Tous, ils le feuillettent, puisque le support le partage évidemment avec ces gens et avec toutes nos équipes. Et je peux dire que c'est apprécié. Christophe, on va arriver bientôt à la fin de notre interview. Ça s'est passé tellement vite. J'ai quand même une question que je pose maintenant à toutes les personnes que je rencontre. C'était quoi ta première voiture ? Parce que je t'ai jamais posé cette question. Alors moi, c'était une Talbot Samba. Ah bah oui, ah oui, la Talbot Samba. Ouais, normal. Quand j'étais étudiant, Talbot Samba et Peugeot 205 diesel après. Mais il y a quelques années, c'était 87, 8, 9, 10. Et tu étais tout le temps dans le garage avec tes grands-parents, les parents? Oui, mais moi, ce qui m'intéressait, c'est toujours d'ailleurs, c'est le sport. J'aime le sport en général. Le tennis. Le tennis en particulier, mais pas que. C'est le sport que je pratiquais tout jeune, le premier sport que j'ai fait, que je joue encore au tennis. Mais donc, j'aurais aimé être journaliste sportif. Quand j'avais 14, 15, 16 ans, c'était moi, j'étais fan de Johnny Reeves qui faisait les commentaires de la Formule 1 à l'époque sur l'équipe, journal L'équipe. Donc je trouvais extraordinaire, donc ça me passionne toujours, mais ça me passionnait beaucoup. Je voulais au départ ça, et puis après, donc l'entrepreneuriat m'a rattrapé. Je suis issu d'une famille d'entrepreneurs, et donc les discussions de table, c'était toujours la fin de mois, les clients, les emprunts, le chiffre d'affaires, les dettes, etc. Donc finalement, il doit y avoir, si vous voulez, quelque chose qui te rattrape, tu peux rien, c'est comme ça. C'est ça. Voilà, donc il y a un atavisme familial qui fait que... Voilà, donc je suis heureux comme ça, donc ça va être parfait. Et la reprise des affaires. Alors je sais que tu as deux filles. Oui, alors nous, on a une génération après nous. Alors, il y a mes enfants, mais il y a aussi ceux de mon cousin, de mes cousines. Enfin, ils sont 9. Donc, alors eux, nous, on a fait un choix. C'est que déjà, ils n'ont aucune obligation de rentrer dans les entreprises, et plutôt on les a encouragés à travailler ailleurs que dans nos entreprises. On n'a pas prévu forcément une reprise de nos affaires par nos enfants. Compte tenu de la taille de l'entreprise aujourd'hui, ce qui va compter pour le futur et l'organisation de la gouvernance dans le futur, c'est d'avoir avec nous les meilleures équipes possibles et un niveau de compétence le plus élevé, qu'il soit familial ou pas. Voilà, donc c'est Donc aujourd'hui, la question ne se pose pas évidemment tout de suite, puisqu'on est au cœur encore aux affaires. Bien sûr. Mais voilà, donc il n'y a pas d'obligation. On ne se donne aucune obligation vis-à-vis de nos enfants, on se donne l'obligation d'avoir un niveau d'activité, en tout cas le plus élevé possible, avec un niveau de performance élevé, de qualité de travail, et que ce soit avec des dirigeants qui sont le plus compétents possible. Voilà, c'est ça qui compte. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup, Christophe. Merci de ton accueil, et puis à bientôt. À très vite. Pour la nouvelle... Oui. Pour la nouvelle Actuven. Actualité Ven, voilà. Merci. Au revoir. Au revoir. Destinée au groupe de distribution automobile, la plateforme collaborative 16Link, développée par Jato Dynamics, vous aide à optimiser votre performance et mieux connaître le marché automobile. Outil d'aide à la décision pour les services achats, approvisionnement, marketing digital, des insights du marché en temps réel sur les marques, modèles, niveau de finition, prix de transaction, les options les plus populaires sur des millions de véhicules vendus en France, Allemagne, Angleterre, Espagne et Italie.